on vous fait gagner le génial Soupçon en partenariat avec BlackRock. Rendez-vous en fin de vidéo. Ceci n'est pas une pile. Plus rue du jeu grandit, plus je reçois de jeux. Et là, j'en suis arrivé à un stade où si je vous fais un retour aussi détaillé que dans la pile, où je prends parfois 10 minutes pour développer mon analyse critique sur chacune de ces sorties, eh ben, vous aurez mon avis en 2027. Dans cette vidéo, on remet les compteurs à zéro, je vous fais un retour un peu plus express sur tout cela et bien d'autres encore. Installez-vous confortablement, ça va être dense, c'est parti. On commence par Wispood, c'était la sortie de CGE au dernier Salon d'Essen et il est arrivé en version française chez Yellow. Wispood, c'est ce qu'on appelle un jeu de prise-pause-point, c'est-à-dire c'est cette grande famille de jeux comme Harmony ou même avant Azul, Acropolis, etc. où on a une mécanique de prise de tuiles ou d'éléments de jetons, on a une mécanique de pose de cet élément dans notre tableau personnel, et puis une mécanique de scoring, on peut citer Cascadia également, etc. C'est vraiment une famille de jeux très développée, et parfois on se demande quand on voit une nouvelle sortie arriver, qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Qu'est-ce que Wispood a de plus que les autres? Ben, je vous la fais courte, pas grand-chose, c'est extrêmement classique, mais j'ai trouvé que dans son genre, il se défendait très bien, pour plusieurs raisons. À chaque tour, on va récupérer une des 4 couleurs de tuiles dans la rivière pour ensuite l'intégrer dans un polyomino qui est mêlé à la fois de tuiles arbres, qui sont neutres, sans couleur, et de ce feu follet de couleurs. Et chacun de ces feux follets a un scoring particulier. Le twist de Wispood, c'est que ce feu follet reste d'une manche à l'autre. On va faire 3 manches, et à chaque manche, vous viderez toutes les tuiles neutres, toutes les tuiles arbres basiques, mais vous garderez votre feu follet. Et petit à petit, votre zone de jeu va s'étendre d'une grille de 4 sur 4 à 5 sur 5 à 6 sur 6. J'ai trouvé ça très dynamique, très malin dans l'optimisation. À chaque début de partie, on tire 4 scoring, vraiment à la Cascadia, hein, mais ça fait une variabilité qui permet de renouveler les enjeux et surtout de monter en complexité, parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté pour chacun de ces types de scoring, et ça va obliger à triturer son cerveau dans tous les sens. On va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir optimiser tous les scorings. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait que 4 tuiles de feu follet différentes, et donc ça part pas dans tous les sens. Le jeu, pour moi, ne fait pas d'excès à ce niveau-là, dans les calculs d'optimisation. J'aime la liberté de pouvoir placer son feu follet où on veut dans son polyomino, je trouve ça assez original. J'aime qu'il y ait une petite tension sur la course, dans le sens où si on se dépêche de remplir sa grille, bah, notre adversaire, nos adversaires, moi j'ai plutôt joué à ça à 2, n'auront plus qu'un seul tour pour ajouter des éléments à leur grille. Et enfin, le gros plus de Wispood, c'est son application qui permet de compter les points. On prend une photo de sa zone de jeu, et hop, l'application calcule notre score à notre place. Ça permet aux parties de garder un certain rythme. En une demi-heure, c'est plié, même si on fait 3 manches, et c'est ça qui rend le jeu agréable. Si on devait compter les points manuellement, l'expérience ne serait pas la même. Donc pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que Wispood n'inventait vraiment rien, était très peu original, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes 3 parties. En solo, c'est agréable également, il y a un challenge qui peut monter en difficulté, comme ça, contre un adversaire virtuel qui remporte des tuiles qui font des points de victoire prédéfinis. Il faut un peu le contre-drafter. Des bonnes sensations de mon côté, je m'amuse quand j'y joue. Wispood, étonnamment, je suis premier surpris, mais j'ai trouvé ça tout à fait efficace dans son genre. Emblème, un petit jeu de cartes édité par Savannah, qui a été comparé à Oriflamme, ce genre de jeu où on a une main de cartes avec des pouvoirs. D'abord on la choisit secrètement, ensuite on la révèle dans l'ordre du tour, pour aller la placer dans un des lieux. Chacun a un type de décompte différent. La plupart du temps, on a envie d'être premier pour avoir le plus de points, mais parfois c'est la 2e place ou la 3e place qui est plus intéressante, et on va avoir des petits pouvoirs chaotiques qui vont venir chahuter l'ordre décroissant dans lequel sont placées les cartes. C'est du jeu d'enfoiré complètement typique dans ses sensations,
où on va avoir une sensation de chaos, de pas maîtriser grand chose, mais en même temps on va se faire des coups fourrés, c'est ça qui est agréable, on va s'insulter, on va râler. Le fait que l'ordre du tour change à chaque manche va permettre de s'adapter, de parfois avoir plus ou moins de contrôle, on va gérer sa main jusqu'au bout, on a le même deck mais on va pas avoir les cartes dans le même ordre, et ça va permettre des revanches. Je me suis fait avoir ici, mais cette fois-ci c'est moi qui te la mets à l'envers, etc. Les pouvoirs sont de qualité, ils sont sobres, ils n'ont pas dans l'excès de chaos non plus, mais il y a juste ce qu'il faut pour qu'il y ait des rebondissements. Moi j'avais pas trop aimé Courtisan, que je trouvais un petit peu plat. Ici je retrouve ce plaisir de la violence du jeu d'enfoiré, dans un format tout aussi contenu. Moi j'y joue plutôt à 3 joueurs, je pense qu'à 5 ça peut vraiment devenir incontrôlable. J'ai essayé aussi à 4, ça allait, je trouve les illustrations réussies. Dans sa catégorie, c'est un jeu tout à fait recommandable. Je parlais avec Emblème de la bonne dose de chaos à avoir pour pas que le jeu devienne incontrôlable et sans saveur. Epic Melee est pour moi l'exemple inverse. J'ai vraiment pas du tout apprécié cette proposition de Sorry We Are French, dont je respecte pourtant énormément le travail éditorial, mais là, on va chacun poser 2 cartes face cachée devant soi, et puis à son tour, on va en révéler une des 2 et l'appliquer, et puis on choisit qui va jouer par après. Donc ici, pas du tout de contrôle de l'ordre du tour, au contraire, c'est laissé au bon vouloir des joueurs et joueuses autour de la table. Ce twist de poser 2 cartes, en activer une des 2, et reprendre l'autre, ça a l'air astucieux sur le papier, mais ça l'est pas du tout dans les faits. On prend assez vite les décisions, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, puisque de toute façon, on ne sait pas exactement quand on va intervenir dans l'ordre du tour. L'enjeu n'est pas très excitant, la partie a beau être sur une durée assez courte, on a le temps de s'ennuyer en jouant, et le chaos est poussé à son extrême, avec une carte qui dit « Bon, tous ceux qui ont déjà retourné une de leurs cartes, vous la passez à votre voisin. » On a des cartes qui n'auront une certaine valeur que si on est le premier à les jouer. Pareil, on n'a pas vraiment de grande excitation à être le premier à résoudre cet effet. On n'a pas vraiment non plus de grande frustration à être privé de faire cet effet-là. Tous les choix sont un petit peu automatiques. L'ambiance à table ne prend pas. J'aime bien les illustrations, mais c'est à peu près tout ce que je sauve. Pour le reste, vraiment, je me suis ennuyé. Et dans le genre petit jeu de cartes qui parvient à créer une ambiance avec rien, Botswana, par exemple, lui est infiniment supérieur. Epic Melee, chez moi, ça a fait complètement flop. Il y a déjà plusieurs mois, avec Sylvain, dans un retour de Marathon Jeu, on vous avait parlé de Kakapo, un jeu de pli coopératif avec des polyomino, où en jouant les bonnes cartes au bon moment, on devait récolter des polyomino pour entourer des tuiles objectifs sur la carte et ainsi progresser dans des missions. Yami, c'est la version française, la localisation de Kakapo par Musoka Studio, et Musoka a vraiment poussé les potards très très haut pour Yami, à la fois pour le rendre encore plus accessible, parce qu'on va avoir une difficulté évolutive, et en même temps pour le rendre encore plus riche, puisqu'on a une espèce de concept de monde ouvert, avec une campagne où on a une carte et on se rend aux différentes missions dans l'ordre qu'on souhaite. À nous de construire notre propre difficulté, notre propre expérience. Il n'y a pas vraiment de narration, mais c'est nous qui allons tout de même choisir notre itinéraire, voir si on va côté marin, où il y aura des twists particuliers, une autre version du plateau, ou côté forêt. On peut débloquer des bonus si on réalise certains embranchements, certaines combinaisons de 2 missions, etc. Il y a des enveloppes à ouvrir, évidemment. Donc voilà, c'est un modèle éditorial qui est complètement dans l'air du temps, et qui se prête très très bien à Yami, parce que Yami, c'est vraiment immédiat, ça va très vite, il y a 7 manches, ça se joue bien à 2, c'est encore plus agréable à plus nombreux, ça se joue jusqu'à 4, comme souvent avec les jeux de pli. C'est très familial, il n'y a pas du tout besoin d'être un hardcore gamer ou gameuse du jeu de pli pour l'apprécier. Le jeu vous donne quelques armes pour vous en sortir, surtout il vous aide à y aller progressivement, à apprendre le jeu en douceur, mais ça se complique très très vite, et les dernières missions sont vraiment hardcore. Vous avez beaucoup de contenu dans la boîte, vous avez 22 missions, et évidemment, c'est pas narratif, c'est pas à usage unique, donc vous pouvez les refaire à l'infini si vous le souhaitez, en fonction de la distribution des cartes
Évidemment, la manière de jouer ne sera pas la même. Donc Yami, c'est vraiment une localisation de qualité qu'il faut prendre pour exemple, parce que ça prend un excellent jeu de base, et ça l'emmène encore plus loin, vers plus d'accessibilité, plus de richesse, etc. C'est un sans faute. Small Fjords, c'est la version de poche d'un jeu qui s'appelait Fjorde de Frans Benno de Longe, un vieux jeu, un auteur vraiment remarquable. J'étais très impatient de découvrir cette version plus réduite de son classique à 2 joueurs. On peut aussi jouer en solo. Et ben, j'ai été assez déçu. C'est un jeu qui forme un grand puzzle visuel à la Carcassonne, hein. Donc ça se joue en 2 temps. Dans un premier temps, vous devez poser des tuiles pour étendre le paysage, et vous pouvez choisir ou non de poser une maison dessus. Vous avez 4 maisons chacun pour la totalité des tuiles, à vous de voir où vous allez poser vos bases, qui vous serviront après de point de départ pour poser des vikings et vous étendre. Cette première phase de pose de tuiles, je l'ai trouvée assez hachée. C'est pas évident de distinguer où peut aller quelle tuile, parce que c'est pas aussi divisé que dans un Carcassonne, où on a vraiment des côtés bien distingués. Ici, il y a vraiment plusieurs territoires qui se mélangent au sein de l'hexagone, et comme il faut que votre tuile entre en connexion avec au moins 2 autres, il y a pas mal de moments où vous avez un coup forcé, c'est-à-dire où vous n'avez pas le choix, vous avez un seul emplacement pour poser votre tuile, ou alors vous avez rien qui convient, du coup vous la défaussez, vous en piochez une autre, etc. Mais on n'a pas vraiment l'impression de jouer, je trouve, dans cette première manche. Et puis dans un second temps, ça va être encore plus minimaliste, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez juste poser un cube adjacent à un des pions à votre couleur, donc en commençant par vos maisons, puis vous pouvez vous étendre comme ça de plus en plus, et là, le but va juste être de poser le plus de cubes possible. Du coup, c'est du pur blocage, très froid et mécanique. L'idée, c'est d'empêcher l'accès à un grand pan de tuiles, un grand pan du territoire à votre adversaire. C'est hyper froid et mécanique, il suffit d'analyser, il y a forcément un coup qui est meilleur que l'autre, et à la fin, vous avez juste des coups automatiques de poser tous vos cubes sur les emplacements restants. C'est du calcul de différentiel de points de victoire, et là encore, on a plein de coups forcés, dans le sens où si je me mets là, vous n'avez pas le choix de vous mettre là pour m'empêcher de vous bloquer la route, etc. Tout ça, moi je l'ai joué sans grande excitation. Évidemment, le design fonctionne, hein, sur le papier, c'est assez brillant, mais c'est un peu trop à l'ancienne pour moi, je pense. Ça me procure pas assez d'émotion, d'excitation ou d'inattendu. C'est un minimalisme qui est solide, mais est-ce qu'on aura envie d'y rejouer ? Moi non, en tout cas. Il y a déjà quelques années, à l'époque de la sortie de la VO, je m'étais fait avoir par le matériel gargantuesque d'Everdell, son arbre en 3 dimensions. Je m'étais dit, waouh, ça a l'air génial, quelles illustrations magnifiques, etc. J'avais fait 3 parties à l'époque avec mon épouse. Alors de me rendre à l'évidence, c'est vraiment pas pour moi, Everdell. Je trouve ça plat, je trouve que la pose d'ouvrier est sans saveur. C'est vraiment aller poser un ouvrier pour récolter des ressources, pour ensuite poser des cartes, et faire ça en boucle, juste pour poser des cartes dont on se moque un peu des effets, mais dans l'idée de remplir son tableau, les synergies sont pas très excitantes, etc. Bon, j'ai voulu laisser une nouvelle chance à Everdell avec cette version Silver Frost en version française, qui ajoute un twist autour de la neige. Je me suis dit, cool, on va avoir plus de profondeur, etc. Bon, déjà, ça reproduit la démesure du jeu de base, avec cet arbre en 3 dimensions qui finalement servait à rien, qu'il fallait reconstruire à chaque partie parce qu'il rentrait pas dans la boîte montée, etc. On a la même chose avec une montagne enneigée, cette fois-ci, qui va juste servir à accueillir 4 emplacements de cartes, des espèces de créatures mystiques qu'on peut aller chercher. Elles sont toutes fumées, elles sont toutes très fortes, c'est toujours intéressant d'aller les chercher. Voilà, je comprends pas l'intérêt de créer des cartes aussi forte, et d'avoir cet opportunisme où on va du coup aller poser notre pion sur la montagne. C'est vraiment un gimmick. Pour moi, ça n'a pas de valeur ajoutée d'avoir cette immense montagne en 3 dimensions. Certes, ça fait une présence sur table, mais c'est surtout très pénible en termes de lisibilité et de manipulation. Et la neige, que dire de la neige, cet élément mécanique de cette nouvelle boîte, qui là aussi pour moi est purement un gimmick qui va alourdir l'expérience et mettre du chaos pour rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur
passe, vous allez retourner des cartes tempête de neige qui vont ajouter de la neige sur toute une série de cartes de la rivière, et puis aussi vous allez devoir ajouter de la neige sur les cartes de votre tableau. Et cette neige, il faut utiliser du feu, une nouvelle ressource, pour la dégager et pour pouvoir à nouveau jouir des effets des cartes de votre tableau, ou pouvoir acheter les cartes de la rivière sur lesquelles il y aurait eu de la neige. Je trouve ça complètement artificiel, c'est-à-dire que le jeu vous donne une nouvelle mécanique de blocage, attention tu vas avoir de la neige qui t'ennuie, mais il vous donne aussi une nouvelle ressource pour enlever ce blocage. Du coup, à quoi bon en fait? À quoi bon à part rallonger, alourdir l'expérience des moments où je vais devoir aller chercher du feu pour ensuite pouvoir me débloquer? Et c'est vraiment la même chose, on aurait pu ne pas le mettre, ça aurait rendu l'expérience de jeu juste plus fluide. Cette neige, elle va juste servir à gagner des points de victoire, vous allez garder vos jetons neige et ça va faire des points à la fin. Vraiment, pour moi, c'est sans saveur, sans intérêt, je trouve le jeu toujours aussi plat, les cartes combattent très peu entre elles, à mon sens. On a vraiment ce côté répétitif d'aller chercher des ressources pour ensuite poser des cartes en boucle. Et on s'ennuie. Il y a plein de petites règles inélégantes, notamment les cheminées, qui servent à poser des cartes gratuitement, mais sous certaines conditions, et les cartes doivent être de la bonne couleur, etc. J'ai trouvé ça complètement abscon, et pour moi, le principal problème d'Everdell, c'est le champ des possibles beaucoup trop large, qui fait qu'on a toujours quelque chose à faire, mais que du coup, on ne ressent jamais de frustration et d'enjeu, notamment avec ces 8 cartes de la vallée, que vous pouvez toutes posées comme si elles étaient dans votre main, ça donne un champ des possibles absolument beaucoup trop vaste, je ne comprends pas. Alors le pompon dans les règles alambiquées, c'est celle sur la distribution de la neige que vous devez poser dans votre tableau, vous devez commencer par les cartes de plus haute valeur, mais en cas d'égalité, ça se fait en fonction des couleurs, donc il y a une hiérarchie des 5 couleurs sur l'ordre dans lesquelles poser la neige, vraiment c'est trop. Plus jamais Everdell, je sais que ce n'est pas pour moi. C'est peut-être pour vous, le jeu trouve son public, il y a des grands amateurs d'Everdell, mais pour moi, même si vous aimez le jeu de base, je vois pas l'intérêt de ce gimmick de la neige, vraiment je ne comprends pas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Un jeu que j'attendais pas du tout et que j'ai trouvé absolument super, c'est Formula 5. C'est un petit jeu de la gamme Mini Card Game qui est en train d'arriver un peu partout en Europe. Ça vient d'un auteur suisse, Tobia Botta, qui m'a envoyé toute la collection, toute la gamme. Il y en a 4 au total, pour l'instant j'ai essayé que celui-là, et vraiment je me suis pris une claque dans le sens où le jeu est trop malin. C'est un petit jeu de course où on va jouer des cartes de couleurs en dessous de différentes colonnes liées aux voitures pour calculer la vitesse, et ces cartes, pour calculer la vitesse, elles sont pas associées à votre voiture en elle-même, mais à la colonne dans laquelle elle se trouve. Et lorsqu'une voiture est dépassée, en fait, elle va évidemment intervertir sa position avec la voiture qui la précédait, et du coup, elle récupère cette colonne de cartes-là. Et donc, il va falloir calculer, si on est en tête que si on se fait dépasser, on va du coup avoir cette autre colonne de cartes, il va falloir garder les bonnes couleurs pour jouer un coup intéressant dans tous les cas, et au bout d'un moment, on n'aura plus rien à jouer. Donc vraiment, la gestion de main est très maligne. Il faut, quand on est à sec, passer un tour où on va au stand, où on fait un arrêt pour défausser des cartes de sa main et en repiocher. C'est fun, c'est immédiat. Déjà à 2 joueurs, ça marche pas mal avec des voitures neutres qui jouent du coup la première carte de la pile, mais à 5 joueurs, là ça devient vraiment fun, parce qu'il y a que des adversaires humains autour de la table, et on se tire la bourre en permanence pour se dépasser, il y a du suspense jusqu'au bout, vraiment très 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 malin, un des meilleurs jeux de course auxquels j'ai joué, en fait, surtout avec un tel minimalisme de matériel et de règles, ça dure 10-15 minutes, et c'est hyper savoureux. Formula 5 dans son genre, c'est vraiment une pépite. Je parlais des jeux de prise-pause point avec Wispood, en voici un autre qui mise énormément sur le visuel de son matériel, Koi. C'est un jeu de pose de tuiles où on va créer un étang, une mare, comme ça, une étendue d'eau dans laquelle on va essayer de placer des carpes pour scorer, les fameuses carpes Koi. Vraiment, c'est un jeu qui mise sur sa beauté, son côté chill, zen, et qui réussit plutôt bien ce qui cherche à entreprendre. Dans la mécanique de prise, il y a un côté assez généreux, parce qu'on va prendre une carte dans une rivière de cartes, et en plus de prendre cette carte, on va gagner le bonus qui est en dessous.
Si elle vient de sortir dans la rivière, il y a un tout petit malus, hein, vous devez payer une pièce, mais sinon, plus vous prenez vers le début de la rivière, plus le jeu est généreux en termes de bonus, il va vous donner vraiment des tuiles haut à placer ensuite pour étendre votre mare, etc. Mais là où le jeu cherche à compenser cette générosité, cet excès de bonus, c'est que on a un très faible espace de stockage, on n'a que 5 cases de stockage au début, alors que les cartes vont parfois prendre 2, 3, 4 places, etc. Donc ça empêche des combos absolument démesurés, et j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Il y a une mini création de moteur avec des cartes assistants que vous allez récupérer, et du coup quand vous poserez une tuile, vous pourrez en plus activer tous vos assistants. Il y a des objectifs qui sont assez faciles à obtenir et qui font beaucoup de points. Donc le jeu reste pensé, malgré ce stockage assez restreint, pour être satisfaisant, mais il parvient à ne pas faire d'excès. Donc j'ai trouvé ce sens de la mesure plutôt appréciable et plutôt à saluer. C'est un jeu qui est plaisant à jouer, un jeu de plus dans sa catégorie, qui a pour lui son beau matériel, une fluidité agréable, mais pour moi il y a un peu trop de possibilités de bonus différents pour que ça fasse sens de vraiment faire du contre-draft, d'aller prendre des cartes qui auraient intéressé l'adversaire. Du coup, on joue vraiment dans son coin. Il y a quelques points qui sont pas très clairs sur l'autorisation ou non de la pose de tuiles à certains endroits. Bon, du coup, on se rabat sur la logique du paysage, mais notamment sur la pose des tuiles haut. Des fois, on n'est pas bien certain de est-ce que je peux les mettre à côté de ceci ou pas. Reste que à la fin, tout fait un ensemble cohérent si on suit les règles de logique du paysage. Alors c'est sûr, ça fait beaucoup de tuiles à dépuncher, à assembler, etc. pour arriver à ce résultat-là, mais si on aime la présence sur table, si on aime le beau matériel, et qu'on cherche un jeu plaisant, sans prise de tête, il fait tout à fait le job. J'ai pas le coup de cœur néanmoins, même s'il y a des enjeux autour de entourer ces carpes d'eau pour qu'elles fassent le double du score, etc. Dans l'optimisation, j'ai été moins excité, moins titillé que par Wispood par exemple. J'avais entendu des retours très négatifs sur Vision, le nouveau jeu de Bruno Cathala et Florian Siriex chez Haut-les-Mains Games. Haut-les-Mains se mettent à s'écarter du jeu d'ambiance pour créer un jeu de cartes familial. Bon, du coup, j'y allais avec beaucoup d'a priori, et c'est pas aussi plat que ce que je pensais. C'est un petit jeu de cartes dans lequel la particularité, c'est que à la place de faire une seule ligne de cartes devant soi, on va en faire deux. On a une contrainte de pose, hein, on doit à chaque fois poser soit la même couleur, soit le même symbole que la carte précédente, et on essaye de faire des combinaisons, des petits effets, soit en ayant des alignements de cartes similaires dans sa rangée du haut et dans sa rangée du bas, soit en ayant tout simplement des cartes identiques dans la même rangée. Ce que j'aime dans Vision, c'est le côté un petit peu méchant du cauchemar qui permet de piquer une carte aux adversaires. Donc c'est à double tranchant parce qu'on met une carte face cachée, du coup elle nous fera pas de points pour sa couleur ou pour son symbole, parce qu'il y a un système de multiplicateur à la fin, mais en contrepartie, on a cette possibilité, comme le requin dans Sea Salt and Pepper, on voit là la patte de Bruno Cathala, de potentiellement ruiner les plans d'un adversaire. Et voilà, quand on fait ça, on se supprime complètement des possibilités de scoring, et du coup il faut viser la victoire immédiate. Autre patte typique de Bruno Cathala, il y a une victoire immédiate si on parvient à faire progresser son cube suffisamment en faisant des reflets. C'est satisfaisant de créer ces petits effets d'écho ou de reflets, même s'il y a évidemment une part de chance au tirage. J'aime bien aussi le contrôle de la rivière de cartes, le fait qu'on en ajoute temporairement une, qu'elle se vide petit à petit et qu'on remplace pas systématiquement les cartes. Voilà, c'est pas un jeu qui est transcendant. Je pense que ces deux auteurs sont capables de jeux beaucoup plus percutants. En fait, je trouve que Vision n'est pas assez fort, pas assez marquant pour justifier que Haut-les-Mains quitte son expertise du jeu d'ambiance. C'est en tout cas mon sentiment. Voilà, ils étaient tellement éclatants avec DJ7. Est-ce qu'ils font bien de s'aventurer sur le terrain du jeu familial? Je sais pas. Le jeu, à mon avis, il tourne assez rapidement en rond. À voir sur la durée, là j'en ai fait 3 parties, c'est des parties de 10 minutes, et voilà, quand j'en termine une, je suis pas contre en refaire une.
Donc c'est plutôt positif, mais c'est beaucoup moins marquant que les classiques du jeu familial que ces deux auteurs peuvent faire, comme La planche des pirates pour Florian Siriex, ou comme King Domino par exemple pour Bruno Catala. J'accueille maintenant Mia, 6 ans, pour quelques retours sur des jeux enfants qu'elle a reçus. On va commencer avec la nouvelle boîte de Détective Charlie, Mystère au manoir. Alors c'est quoi Détective Charlie? Qu'est-ce que tu as à en dire? Détective Charlie, c'est un détective qui fait des enquêtes passionnantes et qui peuvent permettre de découvrir un peu ce que c'est l'enquête et un détective. Et là, c'est la suite d'une première boîte que tu avais beaucoup aimée. La boîte, c'était un peu pour les plus petits où il y avait moins de choses rajoutées. Et là, il y a beaucoup plus de choses rajoutées, des labyrinthes, des autres détectives, beaucoup plus d'enquêtes difficiles, beaucoup plus de suspense. Ouais, et la particularité aussi, c'est que là, les histoires se suivent. C'est-à-dire que dans le premier, les enquêtes étaient indépendantes. Il y avait qui a repeint la plage en rose. Il y avait aussi l'extension avec qui a fait une proute dans le dortoir. Et ben là, il y a vraiment un suivi. À chaque nouvelle enquête, on va en apprendre un peu plus sur l'histoire. Par exemple, la première enquête, c'était on a fait un somnifère pour Charlie. Charlie qui a empoisonné Charlie. Et dans les autres enquêtes, à chaque fois, on a un petit rapport avec ça. Oui, jusqu'à la fin, il y a une espèce de... Bon, on va pas vous raconter, mais il y a une espèce de défi final où il y a plusieurs embranchements, etc. Ça devient très intéressant et très développé. J'ai trouvé que c'était super parce que ça peut un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de suspense qui vont compliquer l'enquête. J'aime bien ça, moi. Oui, et puis là, chaque enquête avait sa petite mécanique particulière avec une petite mise en place spéciale. Il y a par exemple un épisode où il y a un labyrinthe où il faut récupérer des musiciens. Et donc voilà, il n'y a que dans cet épisode-là qu'il y a le labyrinthe et une mécanique propre au labyrinthe. Après, il y a un labo avec des potions, ce genre de choses. C'est comme des puzzles quand on place les cartes et ça nous fait vraiment penser qu'on entre dans le décor, qu'on rentre dans l'histoire. Voilà, donc si vous avez envie de faire découvrir le jeu d'enquête à vos enfants, Détective Charlie, c'est très bien. La première boîte, à partir de 6 ans, ça me paraissait justifié. Là, c'est plus complexe, on est sur à partir de 8 ans, et il y a des fois où Mia, même si elle sait très bien lire, il y avait besoin que je l'aide un petit peu pour certaines enquêtes, tu avais besoin d'un petit peu d'aide, donc voilà, l'âge conseillé par Loki est tout à fait pertinent, et c'est toujours aussi chouette, avec un casting de personnages toujours aussi coloré, hein, tous les animaux qu'on aime bien retrouver. C'est celui-là mon préféré. Et dans les personnages, Olivia Wurz, et il y a Charlie évidemment, et il y a Pandora Podarou. Pandora Podarou, très bon choix. Ensuite, un jeu liégeois et indépendant. Hein. L'éditeur s'est lancé de son côté. On les a rencontrés à l'Ardente Ludique Festival, ouais, tout à fait. C'est une dame qui a l'habitude de travailler avec les enfants, qui a fait ça. Son mari nous a expliqué. Ils ont vraiment lancé la production du jeu eux-mêmes, etc. À Color, il faut plutôt savoir les couleurs, et ça apprend les couleurs. Il faut absolument savoir un peu suivre un livret de règles, un modèle. Il faut savoir faire comme quelque chose ou comme quelqu'un. Et ça va nous aider à apprendre les couleurs, à apprendre un peu à construire. Il y a plusieurs consignes dans le jeu, il y a plusieurs activités, c'est un jeu évolutif. Donc des fois, tu l'as dit, il faut juste reconnaître les couleurs et reproduire le schéma avec les alvéoles de bonne couleur. Et puis, on peut aussi travailler ce qu'on appelle la préhension fine. Donc, tu vois, dans le jeu, il y a un outil spécial qui est inclus dans la boîte. C'est la pince. La pince qu'on attrape avec les ailes, où on attrape les abeilles avec les ailes. On place les abeilles dans les bonnes alvéoles. Avec la pince, donc il y a un peu de préhension fine avec ça. On doit arriver à bien manipuler la pince et placer les abeilles au bon endroit en reconnaissant les couleurs. Parce que pour chaque abeille, il y a une alvéole de même couleur, donc il faut reconnaître les correspondances. Il y a aussi la ruche en désordre, où tu as un modèle. Là aussi, tu dois recopier le modèle, mais les abeilles sont mélangées. Et puisque les abeilles sont mélangées, il y a à chaque fois une case vide, et c'est fait exprès parce qu'après tu vas mettre une abeille dans la case là, et ici la case où il y avait l'abeille qui était là, on va pouvoir la mettre là alors, et ça permet à chaque fois de libérer une abeille, et à la fin tu as la ruche qui est remise en place. Voilà, c'est de la logique en fait, hein, ou un petit problème de logique très abordable qui permet aussi de s'exercer à un peu tout en même temps. Refaire le schéma,
après l'appréhension des abeilles, et puis en plus réfléchir un petit peu à la logique, à l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Pour toi, c'est un jeu qui est très adapté, à 6 ans. Est-ce que pour ton petit frère Pablo, ça fonctionne aussi, lui qui a 3 ans? Ben oui, ça fonctionne encore un petit peu, mais des fois, c'est un peu dur de suivre vraiment ce qu'il est mis sur le modèle, alors il faut que je joue avec lui, sinon ça va pas aller. Et si c'est plus petit, au moins que 6 ans, bah, il faut que quelqu'un joue avec lui, sinon il va pas savoir vraiment bien suivre le modèle. Donc il faut l'accompagnement d'un adulte ou alors d'un grand frère ou d'une grande sœur. C'est un jeu que je recommande et que j'ai très bien aimé. Parce que ça peut permettre à des enfants qui ne savent pas une chose qu'on va apprendre dans le jeu, de l'apprendre justement. Et ça, j'aime beaucoup. Et il y a aussi Dixit Kids, un jeu de Jean-Louis Roubira, l'auteur original de Dixit, mais aussi de Théo Rivière et Elodie Clément. Qu'on a rencontré à l'Ardente Ludique Festival. Ils étaient parrains et marraines du festival. Et qu'est-ce qu'ils ont même fait pour toi? Ils m'ont fait une dédicace dans les plus voilà. Dixit, toi tu connais pas trop, mais c'est un jeu très très connu, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui a eu beaucoup de prix, et c'est un jeu dans lequel on communique avec des cartes, comme dans Dixit Kids, mais Dixit Kids, non seulement c'est pour enfants, à partir de 6 ans, mais en plus, il y a une particularité, c'est que c'est coopératif. Dixit Kids, c'est un peu comme un jeu de mime, sauf que c'est pas toi qui mime, c'est des cartes. En vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'on doit pas essayer de faire comme la factrice, on doit faire l'autre truc. On a des petits lapins, et on a une factrice qui doit leur distribuer le courrier. Et pour ça, il va falloir que le courrier corresponde au bon lapin, chaque lapin représentant une émotion. Il y en a effectivement qui représentent plutôt le froid, d'autres qui ont l'air un peu malades, d'autres qui ont l'air un petit peu gênés, un petit peu timides. Et la personne dont c'est le tour place la factrice sur une des deux émotions qui est sur une maison et doit jouer une carte de sa main, on a 3 cartes en main, qui correspond à cette émotion selon elle. Et du coup, les autres, comme c'est coopératif, pour ne pas qu'on se trompe, ils doivent jouer une carte qui correspond à l'autre émotion, celle qui n'a pas été choisie par la factrice. Par exemple, on a choisi malade, nous on doit faire froid, ben ça c'est plutôt froid pour moi, ça c'est plutôt froid aussi, ça c'est ma carte du coup, et ça alors c'est malade. Le mime, normalement c'est nous qui le faisons, mais là on va choisir quelque chose et nous on doit faire la même chose avec une carte mais pas notre corps. Et ça c'est drôle parce que t'as la carte du joueur, j'ai ma carte que je sais qui c'est, et t'as la carte de l'autre joueur qui doit aussi deviner laquelle est la carte de la factrice. Ouais, comme à Dixit, on récupère toutes les cartes qui ont été jouées, on mélange, et le but est de retrouver la carte qui avait été lancée par le joueur ou la joueuse qui avait l'initiative. Et ben là, on compte jusqu'à 3 et on pointe la carte dont on pense qu'elle est bonne. Et il faut qu'on soit au moins 2 à trouver la bonne réponse pour pouvoir avancer. On a toute une semaine pour arriver à faire le tour des 4 maisons. Petit à petit, on libère les lapins qui étaient dans le terrier et on les place autour de la table pour le goûter. Ça me fait réfléchir sur mes cartes et sur les sentiments que les lapins ont. Je regarde d'abord l'affiche et je me dis « Ah ben oui, ben ça pourrait peut-être, mais ils vont pas trouver tout de suite. Alors je peux peut-être essayer de faire celle-là, ça sera plus facile. Mais si je ne trouve pas ma carte, ce que je fais moi, c'est que j'imagine quelque chose d'autre que la carte, mais qui a quand même un petit rapport avec ça. Je fais un peu ressortir mon imagination sur la carte. Je fais tout pour que ça ressemble à la tuile qu'on a choisie. Dixit Kids à 6 ans, ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est une super déclinaison de la mécanique de base de Dixit, adaptée non seulement aux enfants, mais surtout à une version coopérative. C'est évidemment compatible avec toutes les autres cartes de Dixit, donc ça, c'est vraiment super. Moi, je suis totalement emballé par cette nouvelle version. À 3 ans, pour Pablo, c'est un petit peu compliqué. Il sait choisir des cartes, mais pour pointer la carte, c'est un peu complexe pour lui. Il a tendance à pointer sa propre carte. Et surtout, il ne sait pas les sentiments. Par exemple, froid, il savait, mais par exemple, pour l'eau, il a mis une plante et moi, j'ai planté ça. Ouais. Et du coup, il y en a un petit peu. Il nous met des pièges, en fait. Oui. À partir de 6 ans, ça fonctionne très bien. Du coup, on a joué à 3. C'est plus chouette quand on est plus nombreux parce qu'il y a un peu plus de pièges, on se trompe plus facilement. Mais
ça reste très agréable dans cette configuration, et c'est aussi un chouette prétexte pour réfléchir, discuter, échanger autour des émotions avec ses enfants, et ça on est toujours preneur. Alors moi je trouve que ceux qui ont fait le jeu l'ont très bien fait pour les illustrations. Ils sont plusieurs illustrateurs et illustratrices, hein. Il y a Sepio notamment, Lucie Dessertine, etc. Et Erwin à la direction artistique, et ouais c'est un super boulot, je suis d'accord. Pile poil, c'est un petit jeu de dés de Reiner Knizia avec une mécanique de stop ou encore assez classique, mais qui fonctionne vraiment bien. Ça fait penser à Can't Stop, ce genre de jeu. On lance les dés pour avoir la valeur qui correspond à un des emplacements sur le plateau, et puis une fois qu'on s'est lancé, on doit continuer adjacent à là où on s'est déjà placé. Ce qui est rigolo, c'est qu'on doit valider cette condition qu'à la fin de son tour de jeu. Donc on peut pousser sa chance en se disant « Ok, tant pis, je crée un trou ici, mais là, il faut absolument que j'ai cet emplacement pour connecter mes différentes poses, sinon je perds mon tour. » Et voilà, ça peut créer quelques moments assez amusants. Ce qui est très dommage dans Pile Poil, c'est que les dés sont très peu lisibles. Ils ont mis des oreilles de chat aux chiffres, et franchement, c'était une très mauvaise idée, parce que on doit s'y reprendre parfois à deux fois pour comprendre la valeur qu'affiche le dé. Dans un jeu aussi immédiat où on va faire que lancer les dés sur la partie, c'est quand même un peu couillon. Le jeu est agréable avec des enfants. On va créer des opportunités aux autres en se plaçant, on a une interaction indirecte qui est assez rigolote, et évidemment on va pousser ses adversaires à la faute, à toujours relancer. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le jeu, on est vite bloqué, et on a aussi la possibilité de déclencher un tour supplémentaire. Du coup, c'est des moments qui peuvent être un petit peu frustrants, un petit peu longs pour les adversaires, mais en même temps, c'est ce petit twist-là qui va ajouter du piment, parce que ça donne, encore une fois, envie de pousser sa chance. Alors, le gros défaut, pour moi, dans Pile Poil, au-delà de la lisibilité des dés, c'est la fin de partie. Pourquoi est-ce qu'il a fallu ajouter une règle supplémentaire, et pourquoi c'est pas juste celui qui pose ses tuiles en premier qui gagne? Je ne comprends pas. Il y a un système alambiqué avec des chats dorés, donc quand on est le premier à se vider de ses tuiles, on va d'abord récupérer des chats dorés qu'on va ensuite poser le plus possible, et c'est celui qui aura posé le plus de chats dorés qui va l'emporter. Dans les faits, ça crée pas une grande différence. Si on est en retard, c'est très rare qu'on rattrape le joueur ou la joueuse qui est en tête. Je trouve ça vraiment superflu. Mais sinon, le jeu est agréable dans sa catégorie de stop ou encore sans prétention. Les tuiles sont, elles, très agréables à poser, hein. C'est un élément matériel qui est beaucoup plus réussi que les dés. C'est pas le jeu de l'année, mais on passe un bon moment. Est-ce qu'on en parlerait si c'était pas un Reiner Knizia? Sans doute moins. Illimat est un jeu de cartes qui s'inspire de la Scopa, mais qui y ajoute une énorme couche de complexité, voire d'ésotérisme. Vraiment, le jeu est très conceptuel en essayant de nous faire jouer dans différentes zones du plateau de jeu qui est imprimé sur du tissu, et il va y avoir différentes saisons qui vont avoir différentes contraintes. Les idées sont bonnes, mais le jeu est beaucoup trop difficile à appréhender. Ça fait vraiment regretter l'immédiateté de la Scopa. À chaque fois que la saison change, on va avoir des nouvelles contraintes, et elle va tourner au milieu du plateau. Ça devient très vite une usine à gaz. C'est extrêmement complexe, principalement la mécanique de stockage qui est hyper ardue à comprendre. J'ai dû lire plusieurs fois la règle pour parvenir à l'intégrer. On se demande ce que vient apporter cette complexité supplémentaire finalement. Voilà, le jeu est très beau, le matériel très agréable, les cartes somptueuses, mais ça s'arrête là. On a juste envie de les utiliser pour jouer à un jeu de cartes traditionnel beaucoup plus immédiat, sans toute cette surcouche de complexité inutile. Day One, vous l'avez déjà vu partout, c'était la grosse sortie de Space Cowboys en janvier. Il avait déjà teasé pendant longtemps auparavant. C'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée des aventuriers du rail. À votre tour, soit vous prenez des cartes, soit vous payez des cartes de votre main pour vous poser sur le plateau, et vous essayez de réaliser des objectifs. L'idée, c'est d'associer des symboles à d'autres symboles. Il y a une petite course pour se placer avant les autres sur les cases, mais chaque symbole a toujours deux cases autour de lui. Donc si vous en prend une première case dont vous avez besoin, vous
pouvez toujours aller sur la case d'à côté. Je trouve ça beaucoup moins coupe-gorge qu'un aventurier du rail à 2 joueurs, par exemple, où si on vous prend la route que vous convoitiez, c'est fini. Vous devez la contourner, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc on sent que Diwan a voulu mettre de l'eau dans son vin par rapport à ça. Les autres vont aussi beaucoup moins vous gêner dans le sens où si vous voulez passer à travers une tuile qui a un élément adverse, vous allez juste, à la place de défausser votre carte à la banque, dans la défausse commune, vous allez donner votre carte à l'adversaire. Donc je trouve ça pas assez impactant, pas assez fort pour qu'on soit vraiment frustré et qu'il y ait une tension. Moi, Day One, malheureusement, ça me procure pas beaucoup d'émotions. Je trouve le jeu très bien réalisé, je comprends son côté analytique, je comprends sa proposition assez typique des designs de Johan Goupy, qui ici est associé à Johan Levet. Tout revient à calculer, à optimiser, à voir quel objectif va me faire le plus de points, tout en étant le plus faisable, etc. Mais je trouve qu'on a trop de solutions pour avoir les symboles, parce que au-delà du fait que chaque symbole soit adjacent à 2 cases, on peut aussi régulièrement glisser des cartes de sa main sous son plateau pour avoir accès à ce symbole-là, un symbole qu'on nous aurait piqué. Je trouve le jeu un peu trop court aussi, un peu trop calibré, un peu trop lisse, un peu trop froid pour mes goûts. Bon, ce qui est sûr, c'est que si vous accrochez, il y a une grande générosité éditoriale derrière, avec différents scénarios, un mode par équipe, etc., etc. Donc, ils ont vraiment tout mis pour que le jeu puisse être un nouveau classique du genre, mais moi, la proposition de base, le cœur du jeu, ne m'attrape pas suffisamment pour me donner envie d'enchaîner les parties. C'est un jeu qui a néanmoins beaucoup de potentiel si vous accrochez à sa proposition. Donc le mieux, c'est de l'essayer sur Board Game Arena, par exemple. Mais moi, malgré la qualité éditoriale, les illustrations somptueuses, le soin apporté aux différents scénarios, etc., c'est un jeu dont je reconnais les qualités, le travail qui a été fait, mais où moi, spontanément, intrinsèquement, je n'ai pas envie suffisamment d'y revenir. Phil Walker Harding est une espèce d'auteur ultime du jeu familial. Il peut se planter, mais il peut aussi créer des jeux extrêmement immédiats et accessibles avec très peu de règles. Moi, j'adore son Baron Park, par exemple, et ici, il est rejoint par Eric Lang, et ensemble, ils proposent La colère de la montagne de feu, un nom à coucher dehors pour encore un thème préhistoire, comme Day One, mais que je trouve ici beaucoup plus fun, tout en étant aussi immédiat. C'est vraiment pas prise de tête, c'est du lancer de dés, de la confrontation immédiate à la King of Tokyo, avec des mécaniques de catch-up, donc si vous êtes derrière au point de victoire, le jeu vous donne des armes pour revenir. Je trouve le matériel réussi, les dinosaures satisfaisants. C'est vraiment pas le jeu de l'année, mais il a pour moi beaucoup pour plaire dans sa catégorie familiale si on se prend au thème et à la prise de risque. C'est agréable de pouvoir rusher notamment le volcan, donc faire en sorte que la partie s'accélère. Je trouve le jeu assez nerveux et dynamique. Alors attention, faut pas y jouer à 2 joueurs, parce que là, vous avez les dinosaures que vous pouvez acquérir, qui vous permettent de monter en puissance, qui peuvent s'annuler et qui peuvent faire en sorte que vous tourniez complètement en rond, et que le jeu perde de sa saveur. J'ai vu une partie de Penelope Gaming notamment où c'était le cas, mais si vous y jouez à 3, à 4, on va avoir ce fun des jeux de majorité, avec des alliances temporaires, où on se trahit ensuite, etc. La possibilité de déplacer, de décaler certaines tuiles pour créer des retournements de situation. Je trouve que ça fonctionne bien dans son genre. Pas prise de tête, assez immédiat. C'est un bon petit jeu d'enfoiré familial. Alors, Lords of World, c'est un jeu édité par Morito Studio, un éditeur pas très connu en Belgique et France, mais qui avait fait Théocratia, qu'on avait mis tout en haut d'une pile avec Sam, et c'est un jeu de Kramer et Kisling, et j'avais envie d'en parler dans ce segment, parce que pour moi, à part le fait qu'il soit moche, vraiment c'est pas beau, les illustrations sont ésotériques, on comprend pas bien ce qu'elles représentent, etc. Mais à part ce côté visuel un petit peu raté, je trouve meilleur que Day One en tout point. Pourquoi je les compare? C'est vraiment la même catégorie de jeu dans Lords of World, soit vous ramassez des cartes, soit vous les dépensez pour vous déplacer sur un plateau et récupérer des tuiles que vous allez mettre sur votre plateau personnel. La prise de cartes, elle est très maligne, vous voulez récupérer des cartes de même couleur pour pouvoir les jouer d'un coup, le jeu va pas vous rendre la monnaie sur les points d'action que vous dépensez ensuite, donc vous devez bien équilibrer tout ça. L'interaction, elle est assez forte, parce que ici, on va vraiment pouvoir, d'une part, piquer des cartes à l'adversaire
dans la rivière de façon assez opportuniste, parce que les cartes ça se rassemblent en colonnes de couleurs jusqu'à atteindre une certaine valeur. Donc vous êtes incité à prendre des cartes d'une couleur qui aurait intéressé votre adversaire, parce que vous pouvez les dépenser d'une autre manière. Vous avez quelques petits combos satisfaisants, parce que quand vous posez une tuile sur votre plateau, soit vous l'utilisez pour scorer autant de points que sa valeur, soit vous la posez sur une case vide, sans architecte, et du coup ça vous permet de récupérer une autre tuile, soit dans la rivière de tuiles, soit sur le plateau. Donc là aussi, ça incite au contre-draft, à aller piquer des tuiles que l'adversaire convoitait, et puis vous avez un peu de tension et de surprise dans la révélation, parce qu'il y a un aspect exploration dans le jeu. Au début, les tuiles sont face cachée, et on va pouvoir les révéler petit à petit. Il y a plein de stratégies pour scorer, hein, comme d'habitude dans ce genre de jeu, faire des grandes chaînes de couleurs identiques. Il y a quelques tuiles spéciales qui vont avoir de nouvelles façons de scorer, et il y a vraiment beaucoup de tactiques pour contrer l'adversaire, notamment avec les téléporteurs, qui vous permettent vraiment d'aller à l'autre bout du plateau pour aller chercher cette tuile que l'adversaire pensait avoir tranquillement. Plein de bonnes idées, vraiment, sur le papier. Quand on lit les règles, on se dit, bof, qu'est-ce que ça va apporter? Et au final, c'est vraiment très très plaisant à jouer. On avait déjà beaucoup apprécié notre découverte avec Sam Aessen, et là, y rejouer a continué de me convaincre. On sent la patte de Kramer et Kiesling dans l'immédiateté. Ça n'a pas le génie de leur haute production, je veux pas survendre le jeu, mais j'ai trouvé ça très plaisant à jouer, et beaucoup plus excitant que d'autres jeux de cette catégorie, de je prends des cartes, je les dépense pour faire des points. Wolfgang Kramer toujours, Grabuge chez les Dahu, une revisite du 6 qui prend, ici édité chez Pleite, avec leur fameuse boîte magnétique qui se déroule, et le plateau est en fait à l'intérieur de la boîte. C'est plutôt malin, l'idée c'est vraiment un 6 qui prend, hein. On a des tuiles numérotées de 1 à 100, on veut éviter de se les ramasser, on va sélectionner une tuile face cachée, révéler, et puis les placer par ordre croissant. La différence, c'est qu'ici, on est sur une montagne, donc si notre tuile doit être placée en dehors d'une rangée, elle va tomber et nous faire des points négatifs. Il y a pas mal de bonnes idées, de petits twists qui viennent ajouter un peu de complexité, un petit peu rééquilibrer la chance, etc. Ma première partie m'avait immensément refroidi parce que j'avais joué à 2 joueurs. Il faut pas écrire 2 joueurs sur la boîte, messieurs, dames les éditeurs, franchement, le jeu ne fonctionne pas dans cette configuration. Bon, à partir de 3, et ça va jusque 8, là ça devient beaucoup plus amusant, on se chambre, on contrôle pas tout, évidemment, mais c'est pas grave. Il y a aussi des retournements de situation rigolos quand on atteint certaines lignes, il y a des effets permanents qui vont être activés tant qu'on n'a pas recouvert toutes les cases de la ligne. Donc voilà, si vous avez déjà le 6 qui prend, je suis pas sûr que la couche de complexité en plus valent vraiment le coup. Par contre, ce qui est bien avec cette version montagneuse, c'est que dès 3 joueurs, il y a une part de fun du fait que l'espace sur la montagne est plus restreint, là où si ce qui prend, on préférera le sortir dans des configurations plus hautes. Donc pourquoi pas, c'est ça qui va faire l'intérêt potentiel de cette nouvelle version. Alors je parlais de la maestria de Phil Walker Harding en tant qu'auteur de jeux familiaux avec La colère de la montagne de feu, et ben là, Sinister Institute, je trouve ça beaucoup moins réussi. On est toujours chez Morito Studio, c'est un pick-up and delivery, donc un jeu où on va chercher des choses et puis les livrer à un endroit qui est coopératif, et où on va devoir rassembler des ingrédients en tant que sorcier pour combattre un grand méchant. On doit pour ça parvenir à lire le nom des lieux où on doit livrer ces ingrédients, qui sont écrits au centre des tuiles de façon assez stylisée et très peu lisible. On a un mécanisme d'avancée de l'antagoniste du grand méchant qui est assez mécanique et peu engageant, c'est-à-dire qu'il se déplace vraiment en système de grille, hein. Il va avancer de gauche à droite et puis de haut en bas. Alors, il y a une pression, on a des sbires qui arrivent fréquemment sur le plateau, qu'il va falloir aller éliminer en payant un de nos points de vie, mais l'enjeu de collecter des ressources et puis de les recracher au bon endroit, il fait regretter la flexibilité d'un Pandémie, par exemple, dans lequel les cartes pouvaient à la fois nous servir à nous déplacer et à avancer vers la victoire. Ici, les points de mouvement, ils sont
assez laborieux à dépenser. Le plateau, vraiment, il devient vite peu lisible, il est assez chargé, hein. On nous permet de débloquer des raccourcis, on peut réorienter des tuiles, tout ça, ça paraît assez fouillis. Les couleurs marronasses du jeu n'aident pas, je trouve le jeu n'est pas très bien édité, en fait. On peut faire progresser les capacités de nos personnages, c'est assez contraignant, là aussi, c'est pas toujours très clair, hein. Encore une fois, il s'agit de se rendre à certains endroits, etc. Tout ça est laborieux. Le jeu n'est pas désagréable en soi. On a joué à 4 joueurs, on a passé un bon moment, mais c'est 1000 lieues en dessous des standards coopératifs du genre. C'est dommage parce que le genre du pick-up and delivery en coopération, il se fait assez rare, mais je pense qu'il réclame plus d'audace pour éviter de devenir plan-plan. Et là, oui, on a Phil Walker Harding qui déroule ses mécaniques de base assez épurées comme il sait le faire, mais tout le fouillis du côté éditorial vient complètement gâcher l'immédiateté et transforme le jeu en expérience un petit peu pénible. Très cool, c'est la localisation au titre douteux de Crackle Oracle, qui avait été nommé au Spiel des Jahres en 2025. C'est un jeu de dessin avec un twist, il rappelle Streets of Tokyo, on devait dessiner des choses en utilisant des plans de Tokyo et en repassant seulement certaines rues. Ici c'est le même concept mais en moins alambiqué, on a tout simplement des pointillés pré-imprimés sur notre grille, on reçoit une carte avec un mot et on ne peut que repasser les pointillés de notre plaquette pour essayer de faire deviner ce mot. On peut orienter sa plaquette comme on veut, on peut la mettre recto, verso, etc. Donc on a quand même un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est suffisamment contraignant pour que ça soit amusant et qu'on fasse des trucs un petit peu moches, un petit peu biscornus. La phase de dessin, elle se fait en temps réel, tout le monde en même temps, pendant 2 minutes, et vraiment elle est amusante, même si on est tout seul à dessiner et à râler sur les contraintes que nous donne notre plaquette. Et puis vient la phase de résolution, et c'est là où le jeu pêche un petit peu, selon moi. La manière dont fonctionne cette résolution, c'est de prendre les cartes de tout le monde et d'ajouter des intrus de la pioche, sauf qu'on va en ajouter un par joueur et joueuse. C'est pas comme dans un fast-fouille, par exemple, un autre jeu d'ambiance que j'aime beaucoup, où on va monter à 8 cartes, et les intrus vont juste servir à combler les trous. Non, vraiment, on met ici un intrus par joueur et joueuse. On a du coup plein de mots étalés sur la table, le double du nombre dont on est à la table. Si on est 6, il y en a 12. Il faut tout lire, d'une part, et ça fait un peu une surcharge visuelle, hein, quand d'un coup vous devez lire 12 mots écrits au milieu de la table, surtout que chaque carte contient 2 mots, blanc ou noir, donc il faut parvenir à discriminer visuellement quel mot on doit lire ou pas. Et en plus, après, la mécanique, c'est d'éliminer un mot. Donc je dois regarder les dessins de tout le monde autour de la table, déterminer quel mot du milieu ne correspond à aucun des dessins qui sont présents, et l'éliminer. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif. On préférait juste regarder un dessin et essayer de dire ce que la personne a voulu dessiner, tout simplement. Là, on doit faire une espèce de gymnastique mentale qui se fait dans l'ordre du tour, etc. À la fin de la manche, on va dire, alors qui a encore son mot au milieu? Moi, non, moi, ah, attends, non, il est parti, etc. Et ça nous fait un certain nombre de mauvais points. Tout ça est étonnamment assez fastidieux pour un jeu d'ambiance. Et en fait, on se retrouve à se dire qu'il vaut mieux y jouer à pas trop nombreux, pour avoir moins de cartes à lire, moins de dessins à regarder, et que ça soit plus immédiat. Ce qui est complètement contre-intuitif dans un jeu d'ambiance. Puisque autour du moment de dessin, il n'y a pas vraiment de partage, hein, puisqu'on fait son propre dessin chacun, et ce moment on doit mettre en commun, avec de la communication limitée, où on peut rien dire si notre dessin est éliminé, etc., rend la résolution moins savoureuse qu'elle ne pourrait l'être, assez laborieuse, potentiellement un petit peu longuette, avec un petit peu de surcharge cognitive, etc. Donc c'est dommage. Alors, le jeu est tout de même qualitatif, on passe un bon moment, on rigole face aux dessins des autres, ou à ses propres dessins, hein, mais il manque un petit quelque chose dans la résolution pour que ça soit vraiment fluide. Voilà, là c'est que la localisation, j'imagine que dans Crackle Oracle, si ils ont choisi ce mode de résolution-là, il y avait une bonne raison, ils ont fait des tests, c'est ça qu'ils ont préféré, mais dans les faits, je suis un petit peu embêté, je conseillerais plutôt alors d'y jouer à 3-4, c'est contre-intuitif pour un jeu d'ambiance, mais au moins, c'est moins le bazar dans tous les mots, tous les dessins qu'on a à regarder. Bon, ça reste un chouette jeu de dessin avec contraintes, mais dans le genre, je préfère largement un esquissé ou un fake artist Goes to New York, où là, on a envie de jouer à beaucoup, justement. Moi, j'ai une véritable passion pour ce qu'arrive à générer les jeux en temps réel. C'est un genre qui est évidemment très casse-gueule, mais qui pour moi parvient à
révolutionner les sensations qu'un jeu de société peut traditionnellement fournir. Je suis par exemple un des rares défenseurs de Time of Empire de chez Pearl Games, qui s'est vraiment planté commercialement. Bon, j'avoue que je le sors plus trop aujourd'hui, mais je trouvais la proposition assez impactante. Et quand j'ai vu ce jeu de pompier chez Artipia Games, dans lequel on sauve des gens et éteint des incendies lors de tours de 2 minutes top chrono, je me suis senti intrigué. D'autant plus qu'ils ont déjà édité l'excellent Kitchen Rush, qui est aussi en temps réel. On y joue avec des ouvriers sabliers. D'ailleurs, un des premiers jeux que j'ai vu faire ça, si on nommait l'étrange Tamsk de Chris Byrne. Dans Firefighters On Duty, on a 3 livres de scénario. Un pour chaque configuration de joueurs possible, et on peut même jouer en solo au scénario à 2 joueurs. La plupart du temps, l'objectif il va consister à éteindre la totalité des feux sur le plateau, mais il faut aussi veiller à ce que les victimes ne brûlent pas, c'est mieux quand même, ou à ce qu'un certain nombre de bâtiments ne soient pas détruits par les flammes. Après une petite phase de mise en place, on se lance dans le feu de l'action, haha, en jouant en temps réel avec des dés d'action qu'on lance, comme dans Escape, la malédiction du temple, par exemple. Donc une phase de dés nous permet de déplacer notre camion de pompiers, une autre nous permet de déplacer un pompier, une autre phase permet d'activer un équipement pour éteindre un feu, pour peu qu'on fasse un lancer assez élevé avec nos dés bleus qui représentent l'eau. Évidemment, si notre lancer ne nous plaît pas, on peut relancer les dés autant qu'on veut, mais tout ça se fait en temps réel, en 2 minutes, et il faut aller extrêmement vite. Vraiment, on ressent la pression, on a beaucoup de choses à gérer, et on a vite fait d'oublier une pauvre victime dans les flammes, de laisser traîner son équipement et qui brûle à cause de notre négligence. On doit transférer les blessés à l'hôpital avec l'ambulance, on doit éviter de négliger les civils bloqués dans les décombres sous peine qu'ils deviennent des victimes et qui meurent à leur tour. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire en très peu de temps. C'est hyper difficile. Même le premier scénario en facile, on a perdu 2 fois d'affilée à 3 joueurs. Et c'est en ça que c'est un bon coop. On ressent la pression. C'est fun de voir à quel point c'est très très vite la merde sur le plateau. Parce que entre les tours, le feu va grandir et peut aussi s'étendre aux bâtiments adjacents. Bon, au début, la phase de maintenance en 9 étapes, elle peut faire un peu peur, mais avec la pratique, elle se résout rapidement, même si c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de manipulation. Et c'est vrai que par rapport aux tours de jeu qui font 2 minutes, c'est un petit peu disproportionné. Et donc dans les faits, si vous jouez 6 tours de jeu de 2 minutes, la partie elle va prendre beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à une petite heure, parce que il faut lancer des dés pour voir si le feu s'étend, il faut piocher des cartes événements qui ont des conséquences négatives quand vous négligez certaines zones, etc. etc. Tout ça, ça prend du temps. Ces manipulations, elles seront un petit peu rédhibitoires pour certains, mais encore une fois, avec la pratique, elles sont pas si pénibles que ça. Et de notre côté, c'est un jeu avec lequel on s'est vraiment bien amusé. On a fait 2 parties d'affilée à 3 joueurs. La mécanique de temps réel, elle invente rien, mais elle se révèle très bien adaptée au thème. C'est un jeu qui est très très thématique. Il est aussi super généreux en contenu. Il propose un vrai défi, donc on a envie d'y revenir tant qu'on n'a pas gagné. Le thème est cool et bien exploité. Donc voilà, ce Firefighters On Duty, c'est une très chouette surprise dans un genre de jeu qui est peu représenté. Donc, si vous n'êtes pas rebuté par l'univers des pompiers, ça vaut le coup que vous jetiez un œil. Terre de Destinée, un petit jeu de cartes de chez Don't Panic Games qui m'a agréablement surpris pour son épure. C'est assez rigolo, c'est une sorte de jeu d'enchères, on doit en même temps gérer sa main. Bon, il y a beaucoup de chaos, mais ce qui est amusant, c'est que on a le sentiment que tout le monde peut gagner à tout moment, parce que on a à la fois un objectif secret qui nous a été distribué, et puis des objectifs communs. Et donc c'est comme autant d'épées de Damoclès potentielles, où à chaque coup on se dit « Ah lui c'est pas possible, maintenant il va se réveiller, il va dire « Ça y est, j'ai gagné immédiatement ». On a des cartes en main qui sont à la fois notre monnaie et nos points de vie, parce que si on n'en a plus, on meurt, on est éliminé. Donc on est forcé à faire des choix de gestion de main qui sont assez impactants. Il y a un cumul des pouvoirs qui peut créer des situations assez compliquées à dénouer, et ça peut un petit peu devenir le bazar en termes d'activation, de tempo, etc. Surtout à plus de 3 ou 4, nous on y a joué à 3, ça fonctionnait bien. Il y a du king-making potentiel, il faut le savoir, il faut le prendre comme un jeu fun, où on peut décider de faire gagner quelqu'un si ça nous chante, mais le jeu sort du lot, parce qu'il est explosif, et ça fait du bien de voir un jeu avec des aspérités,
qui soit moins lisse que la concurrence et que tous ces jeux qui cherchent à ne pas brusquer les joueurs et joueuses en limitant le chaos, en limitant l'interaction, bah ici on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un jeu qui peut créer des situations assez rocambolesques. Du coup c'est un petit peu fragile, mais en même temps c'est assez drôle. J'ai plutôt bien aimé ce Terre de Destinée, ça sort du lot en tout cas. Luthier de chez Paverson, localisé par Lucky Dog Games, un jeu expert autour du thème de la musique. Il y en avait déjà eu Paneveggio qui m'avait pas trop convaincu. Ici on est sur un jeu plus scolaire, plus sage, plus maîtrisé aussi, avec un système de programmation qui contient vraiment des bonnes idées. C'est ce qui m'a plu, c'est que souvent la programmation dans les jeux experts, je trouve ça assez lourdingue, parce qu'on doit d'abord réfléchir à ses actions, poser ses pions, et ensuite, dans un second temps, on a la résolution, donc ça rend les actions beaucoup moins immédiates. Ici, elle est assez dynamique et interactive, surtout cette programmation, parce que on peut complètement perturber les plans des autres en déclenchant la résolution d'un lieu à un moment où ça les arrange pas. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce système. Il y a du bluff, il y a un peu de prise de risque, parce que si on crée vraiment une séquence où on a besoin que nos actions se résolvent dans un ordre très précis, on a plutôt intérêt à assurer le coup, et on va potentiellement voir nos plans s'effondrer à cause de ce choix par les adversaires. Donc ça crée une tension assez intéressante. Au rayon des défauts, j'ai trouvé le plateau central assez confus. Il y a des instruments qui vont chasser les jetons en carton, mais pour les jetons en carton, c'est pas la même règle, c'est le premier arrivé, premier servi, sauf si on récupère à nouveau la place en devenant majoritaire, etc. J'ai trouvé ça pas très clean, un petit peu alambiqué, mais pour le reste, le jeu est agréable à jouer. Il y a peut-être une manche de trop, hein. Le jeu fait 6 manches, de nos jours c'est assez long, on est plutôt sur un standard autour de 4 ou 5 manches pour un jeu expert. Là, 6 pour moi, c'est un peu too much, mais je pense qu'ils l'ont laissé pour l'équilibrage des mécènes, hein, ces personnages qu'on récupère pour qu'ils nous donnent un pouvoir, mais qu'on doit satisfaire régulièrement, sinon on va avoir un malus. C'est pas non plus interminable, hein, on est sur un jeu qui fait 2h30 à 3 joueurs en découverte. 3 joueurs, c'est une bonne config d'ailleurs, c'est possible de descendre à 2 heures, donc ça reste une durée assez acceptable. Alors évidemment, dedans, il n'y a rien de nouveau concernant la conversion, l'achat-revente de ressources. Ce qui est plus enthousiasmant, c'est vraiment les multiples façons d'arriver à ces fins. C'est pas un placement d'ouvrier au sens classique du terme, en fait, dans le sens où on a le droit d'aller plusieurs fois au même endroit, plusieurs fois sur le même lieu, dans le même tour. On a le droit de venir là où un adversaire est déjà. Ça va introduire de l'incertitude, qui est assez ludique, et cette tension dont je parlais. Il y a aussi un petit peu de hasard avec ces dés qu'on doit lancer, qui rebuteront peut-être certains, mais qui, moi, ne me dérangent pas de mon côté, même si, bah voilà, les tirages de dés peuvent être très punitifs, ça, il faut le signaler, mais il y a quelques moyens de s'en prémunir. Donc c'est un jeu qui arrive tout de même à avoir une personnalité, qui, je le disais, reprend des systèmes classiques, qui est, à première vue, assez scolaire, mais qui arrive, par ces petits twists, par cette tension autour de la programmation, résolution, etc., à être agréable à jouer, à donner envie d'y revenir. Donc c'est plutôt une bonne surprise, ce luthier, même si j'aurais apprécié qu'il soit un petit peu moins long. Encore un jeu de Phil Walker Harding, Tropicalia. On est à nouveau chez Morito Studio. C'est un petit jeu familial de placement d'ouvriers, accessible et magnifiquement illustré par Nayad, qui nous a fait une plage de sable fin, de splendides villages insulaires. Mais bon, tout ça c'est plutôt plaqué, hein. Le but c'est d'optimiser sa grille pour marquer le plus de points de victoire possible. Le système est assez déjà vu, mais plutôt efficace. C'est de la programmation en 2 temps. À votre tour, vous placez un ouvrier sur un ponton, donc en regard d'une ligne ou d'une colonne qui compose la grille du plateau de jeu, et c'est qu'une fois que chacun aura placé l'ensemble de ses ouvriers en bordure, qu'on pourra à son tour en sélectionner un pour le positionner sur une des cases de la ligne ou de la colonne. Ça fait un petit peu penser au jeu à 2 Targi, sorti chez Cosmos il y a un paquet d'années, sauf qu'on ne se place pas aux intersections de 2 de nos pions, mais n'importe où dans la rangée, qui sont dans leur prolongement. Et ce système, en fait, il est vraiment pas mal, il a le goût d'un jeu classique, avec de l'anticipation, des coups adverses qui nous forcent à choisir nos priorités, et puis nos plans qui peuvent tomber à l'eau si on nous prend notre case. Mais ça, c'est sur le papier, parce que le jeu a 2 problèmes. Déjà, il nous donne pas mal d'objets à dépenser pour contourner les contraintes de placement qui nous imposent. C'est-à-dire qu'on peut se placer sur une case déjà occupée,
ou aller sur n'importe quelle case en payant un de ces objets. Ce qui est un petit peu dommage de donner des contraintes aussi fortes et puis de donner autant d'options pour les contourner. À quoi bon créer un jeu avec de la tension si c'est pour donner aux joueurs et joueuses de quoi anesthésier complètement cette tension. Ensuite, tout ce qu'on fait grâce à ce système, et c'est ça le plus gros problème, c'est que ça se révèle pas vraiment passionnant. Essentiellement, on ramasse des fruits pour ensuite se rendre sur des cases qui nous permettent de revendre ces fruits en échange de coquillages, et ensuite ces coquillages, on les utilise pour remplir notre plateau personnel en achetant des bâtiments qui vont créer un décompte sur les types d'icônes différentes qu'on possède, faire de la collection de tuiles identiques, rassembler 2000 hacks pour scorer des points. Tout ça, c'est vraiment déjà vu, très peu excitant, très séquencé, très linéaire. On achète ces améliorations de plateau dans une rivière à coups croissants. Ça aussi, c'est vraiment extrêmement déjà vu. Et c'est pas grave que ça soit déjà vu en soi. Mais le jeu nous a procuré, à mon épouse et moi, vraiment aucune émotion. C'est plat, on a fait notre partie, on a oublié le jeu. L'enjeu, il réside vraiment dans cette boucle répétitive. Collecter, vendre, acheter, scorer. Énorme bof, de toute la vidéo, c'est le jeu de Phil Walker Harding que j'ai le moins aimé, celui de Morito Studio que j'ai le moins aimé aussi. C'est vraiment pas une découverte enthousiasmante, ce Tropicalia. Sharuma de chez Darukat, un éditeur qui nous avait habitués à des jeux narratifs assez costauds, empreints d'une ambiance très forte avec Heredity et puis sa suite, et puis qui là localise un jeu de pli japonais, Gear, que j'avais pas du tout aimé dans sa version originale, mais j'ai décidé de laisser une seconde chance à Sharuma, et c'est mieux. Mes impressions sont beaucoup moins négatives que pour Gear. C'est un jeu de pli qui se veut assez familial, assez accessible, où on va enchérir avec nos points de victoire. Donc on a juste 2 cartes en main, et sur base de ça, on va devoir déterminer laquelle des mains de cartes qui sont au milieu de la table nous intéresse le plus. Donc là, elles sont révélées, il y a 6 cartes dans chaque main, une pour chaque joueur et joueuse, on va tous en récupérer une, mais encore faut-il savoir laquelle. Et pour ça, vous misez des points de victoire, vous en avez 5 au départ, vous pouvez miser 0, vous pouvez tout claquer, miser 5 parce que vous voulez absolument cette main, et quand on vient surenchérir sur vous, on vous chasse, vous devez aller vers une autre main, etc., jusqu'à ce que chacun ait récupéré. Cette phase-là, elle est rigolote, elle crée un petit peu d'interaction, on se chamaille, on dit mais laisse-moi cette main-là, on essaye aussi de déduire quelles sont les 2 cartes secrètes que nos adversaires ont en main, et puis après on va passer à la phase de pli. Et c'est là que le jeu est malheureusement pour moi beaucoup moins intéressant, parce qu'on a une grande partie de notre main, celle qu'on a récupérée face ouverte, qui est face visible, forcément, et on a toujours que ces 2 cartes secrètes en main, et après chacun va lancer des plis, soit en carte seule, soit en paire qui peuvent être de même couleur ou bicolores, il y a 2 couleurs dans le jeu. Et cette phase de pli, elle est assez froide, assez mécanique, on essaye de faire le plus de plis possible, on est obligé de suivre la couleur et le nombre de cartes que notre adversaire a fait si on a de quoi le faire dans notre main visible, mais on n'est pas obligé d'utiliser nos cartes cachées, c'est un petit peu contre-intuitif, et puis il y a tellement d'informations visibles au milieu de la table que c'est assez mécanique et froid dans la résolution. Il y a vraiment un coup assez évident à faire pour que tout le monde doive suivre et soit embêté. Et donc on a un côté assez calculatoire sans pour autant avoir vraiment de fun. Alors oui, il y a une part d'incertitude avec ces cartes cachées, mais elle n'est pas suffisamment impactante pour qu'il y ait pour moi de vrais retournements de situation. Et cette phase de pli, elle est un petit peu plate, alors qu'elle dure forcément plus longtemps que la phase d'enchère initiale qui est plus amusante. Il y a des ajustements par rapport à Gear qui sont des bonnes idées, notamment le fait que le premier joueur est celui qui a le moins de points pour créer un effet de rattrapage et pour arriver à redonner espoir aux personnes qui sont menées au score. Ça, je pense que c'est un ajustement de cette localisation. Mais voilà, ça reste un jeu un petit peu poussif où je prends pas énormément de plaisir par rapport aux d'autres grands jeux de pli que vous avez pu voir dans notre top 50, Fives, Yokai Septet, etc. Je trouve le jeu accessible, on nous fait jouer jusqu'à atteindre 25 ou 20 points de victoire pour qu'il y ait une montée en tension, mais pour moi ça se répète un peu trop et la phase de pli n'est pas assez explosive pour que j'ai vraiment envie d'enchaîner les parties. J'ai pas la sensation immédiate de taper le carton comme dans les références que j'ai citées. Avant de se quitter, j'ai donc le plaisir de vous annoncer un concours autour de Soupçon en partenariat avec BlackRock Games. Soupçon, c'est la version française de Snake Charmers qui est devenu un de nos jeux à rôle caché préférés sur la chaîne. Et regardez, dans la VF, la boîte est beaucoup plus petite, c'est plus compact.
c'est plus pratique. Soupçon, c'est absolument génial, on en parle dans le top 10 de nos jeux 2025, on en parle dans notre top 50 également, on n'arrête pas de vous dire que ce jeu est fantastique. C'est un jeu à rôle caché où les rôles vont changer pendant la partie, ça va donner lieu à des moments absolument savoureux, où tout le monde est perdu, tout le monde est en train de se soupçonner en permanence, comme le nom l'indique. Pour participer et peut-être gagner une boîte de soupçons, eh ben, c'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en nous disant, à votre avis, lequel des membres de l'équipe de Rue du Jeu est le plus fourbe. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Mounir? Est-ce que c'est Sylvain? Est-ce que c'est Samuel? C'est évidemment Mounir. Attention, vous devez aussi être abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous êtes tiré au sort, votre participation ne sera pas prise en compte. Je recommencerai le tirage au sort, c'est dommage. Et si vous êtes sur Instagram et que vous partagez en story ce concours, vous augmentez vos chances d'être tiré au sort. Dépêchez-vous parce que le tirage au sort du concours aura lieu le 17 avril, ce vendredi. Donc il y a un soupçon qui va être envoyé au gagnant ou à la gagnante par BlackRock Games. Et ce qui est super cool, c'est que moi j'ai un deuxième soupçon à vous offrir. Donc du coup, je l'inclus directement dans les lots de la tombola Rue du Jeu. Ko-fi.com/Rue du Jeu si vous voulez participer à la tombola pour soutenir la chaîne et peut-être gagner des lots pour une valeur de 60 € parmi plein de jeux cool, dont soupçon du coup. Allez, n'hésitez pas à vos claviers, c'est maintenant. C'est qui le plus fourbe dans l'équipe de Rue du Jeu? C'est tout pour cette fois, mais j'en ai encore un petit peu sous le coude. Donc on se retrouve bientôt pour une autre partie de ces retours express. Puis vous tracassez pas, il y aura le retour au format La Pile habituel à partir du mois de mai. D'ici là, je vous affiche mes réseaux sociaux si vous voulez continuer à nous suivre. N'oubliez pas ko-fi.com/Rue du Jeu pour soutenir financièrement la chaîne si le cœur vous en dit. La boutique partenaire Golden Meeple, c'est super important. Il y a eu plusieurs jeux intéressants qui sont arrivés dernièrement. Je vous mets mes suggestions à l'écran. À bientôt pour d'autres critiques. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. X, A,